Qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à inspirer des foules, à vendre n'importe quoi, ou même à déclencher des révolutions? Comment certains parviennent à contrôler les émotions, les croyances, et parfois même les décisions de millions d'individus? Le plus fascinant, c'est qu'ils utilisent tous la même technique. Une technique qu'on enseigne aujourd'hui aux marketeurs et aux entrepreneurs, mais qui, entre de mauvaises mains, peut devenir l'arme la plus dangereuse du monde. C'est cette méthode que nous allons découvrir dans cette vidéo. Nous allons bien évidemment parler de l'art du storytelling. Pourquoi l'art du storytelling et pas la science du storytelling? Parce que le storytelling, c'est quelque chose de vivant. Vous allez devoir vous entraîner, vous allez devoir tester, vous allez devoir vous adapter à votre audience, ajuster en fonction de la réaction des gens. C'est un petit peu, je dis souvent, comme une danse en fait. Si quelqu'un vous montre une danse, vous n'allez pas pouvoir la reproduire tout de suite. Il va vous falloir de la pratique. Pour le storytelling, c'est la même chose. Même si la science qu'il y a derrière est très solide, nous le verrons par la suite. La première découverte que j'ai faite en étudiant le storytelling, j'ai découvert par hasard, en me penchant sur les spécificités du langage humain, que les oiseaux chanteurs ne naissent pas en sachant chanter, mais qu'ils apprennent. Les canaris, les rossignols, lorsqu'ils viennent au monde, ne savent pas chanter. Et s'il n'y a pas un adulte de leur espèce qui leur apprend à chanter, leur son sera ou déformé ou n'existera pas du tout. Et ce qui m'a beaucoup étonné dans cette découverte-là, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons la naïveté de penser que bien communiquer, c'est inné, alors que même les oiseaux chanteurs doivent apprendre. Un des cas les plus frappants, c'est celui de Kay Chou. Kay Chou, immigrée hongkongaise en Australie, était très très timide. Et donc, étant donné qu'elle vivait un mal-être profond, elle a décidé de faire quelque chose d'incroyable. Elle a décidé de déjeuner avec 100 inconnus. Donc elle a déjeuné avec ces personnes-là juste pour pouvoir travailler ses compétences conversationnelles, pour pouvoir discuter avec eux et devenir beaucoup plus à l'aise à l'oral et gagner confiance en elle. Résultat des courses, elle a écrit un livre qui s'appelle 100 Lunches with Strangers, donc 100 déjeuners avec des inconnus. Et aujourd'hui, elle a fait sa conférence TED, elle est conférencière internationale et elle a écrit ce fabuleux livre. Donc, quand je vous dis que le storytelling, c'est un art qui très très souvent est mal compris et mal utilisé. Et ça donne des choses qui sont malheureuses, comme ce post LinkedIn, je vais vous le lire. Il y a une année, en février 2019, ma grand-mère décédait le jour où notre site établissait son record d'audience pour l'époque. En ce 31 janvier, mon grand-père s'est également éteint alors que nous venions de terminer le plus gros mois de l'histoire du site. Là où s'arrête une histoire, une nouvelle commence, c'est à la fois triste et magnifique. Repose en paix. Dans ce post, il y a un décalage entre le fait de réussir à avoir de l'audience sur son site internet et quelque chose d'extrêmement personnel, qui est la famille, quelque chose... on ne peut pas comparer les deux en fait. Et là, ça crée un décalage et ça fait que sur LinkedIn aujourd'hui, on voit énormément de posts de pseudo-entrepreneurs qui ont compris qu'il y avait quelque chose à faire avec le storytelling, mais n'ont pas saisi fondamentalement comment s'en servir. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans du pathos pur et dur, donc pathos au sens négatif du terme, celui d'essayer de tirer l'alarme à tout prix, et en fait ça crée des posts qui vont être très très artificiels comme celui-là. On ne peut pas comparer le décès de quelqu'un qui vous est très très cher à un record d'audience sur un site internet, sauf si on remet de la cohérence dans l'histoire. Et ce poste-là aurait pu se tenir pour moi si l'histoire, ça avait été ma grand-mère décédée alors que nous atteignions un record d'audience pour l'époque. C'est elle qui m'avait incité à entreprendre, elle m'avait poussé à toujours croire en moi-même, etc. Là, peut-être qu'il y aurait eu un petit peu de cohérence. Ici, on sent que c'est un petit peu instrumentalisé et c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Donc le storytelling n'est pas un concours de pathos, vraiment, il faut qu'il soit au service de votre communication, il faut qu'il soit au service d'un message clair. Donc posez-vous toujours la question lorsque vous voulez raconter une histoire, est-ce qu'elle sert ma vision? Est-ce qu'elle sert mon propos? Est-ce qu'elle sert mon business éventuellement? Mais la première chose avant de commencer à raconter des histoires, c'est de se poser la question de pourquoi veut-on raconter des histoires? C'est quoi l'intérêt de raconter des histoires? Et c'est là où le concept qui a été théorisé par Simon Sinek dans une conférence TEDx qui date de plus de 15 ans, où il dit que la plupart des entreprises
savent ce qu'elles font, qu'elles savent comment elles le font, mais qu'elles ne savent pas pourquoi elles le font. Et que l'argent est toujours une résultante, ce n'est jamais le pourquoi. Qu'est-ce qui fait que Apple aujourd'hui est toujours aussi innovante alors que d'autres entreprises n'y arrivent pas? Alors que Apple utilise les mêmes moyens, mais elle a accès aux mêmes consultants, elle a accès aux mêmes ressources, elle a accès aux mêmes médias. Qu'est-ce qui fait qu'Apple, fondamentalement, arrive à se démarquer là où d'autres entreprises n'y arrivent pas? Et en fait, ce que Simon Sinek a compris avant beaucoup de monde, c'est que il faut commencer par le why, commencer par le pourquoi, la raison fondamentale qui nous pousse à faire ce qu'on fait. Donc, je vous invite à vous poser la question aujourd'hui, est-ce que vous savez pourquoi vous avez envie de communiquer? Pourquoi le storytelling vous intéresse? Que vous avez une vision à défendre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous pousse à vous lever tous les matins, qui est fort, et pour lequel vous êtes prêt vraiment à communiquer, à créer un service? Est-ce que vous résolvez un problème parce que vous-même vous l'avez vécu à un moment donné? Est-ce que vous savez c'est quoi le why d'Apple? Le why d'Apple, on en a beaucoup entendu parler en réalité, et en fait c'est le fameux Think Different, le fameux penser différemment. Donc Apple, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des ordinateurs, des téléphones, des tablettes. Jusque-là, rien de révolutionnaire. Bon, ils conçoivent des produits qui sont intuitifs, élégants, performants, faciles à utiliser, dans un écosystème très pratique, qui fait que une fois qu'on est dans l'écosystème Apple, on a un petit peu du mal à en sortir. Là où Apple se démarque fondamentalement, c'est par son why, le fameux Think Different, penser différemment. On n'est pas obligé d'accepter le monde comme on est. Et en fait, se penser différemment, c'est vraiment une mission pour Apple. Ça défend des valeurs qui sont profondes et ça vient toucher à quelque chose qui est très humain en fait, qui est de vouloir se démarquer, de vouloir soi-même être différent. Paradoxalement, étant donné que tout le monde a fini par adopter Apple et que beaucoup de gens ont des iPhones aujourd'hui, ont des Mac, on a un petit peu perdu ce truc de différenciation, mais à la base, ce qui nous touche quand on achète du Apple, c'est ça, c'est le fait de vouloir sortir du lot et de se dire qu'il est possible de faire les choses de façon différente. D'ailleurs, les fervents défenseurs d'Apple, si vous leur donnez un téléphone avec des spécificités qui vont être en tout point supérieur à l'iPhone, et il en existe, meilleure caméra, meilleure vitesse, etc., malgré tout, ils ne seront pas convaincus, parce que on va aller toucher à quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient, qui est de l'ordre de l'émotionnel, et on va clarifier ça pendant cette présentation. Donc, on peut peut-être se poser la question inverse. Quel est le why de Windows? Windows, qui a des ambassadeurs qui sont beaucoup moins dévoués, beaucoup moins forts qu'Apple. C'est quoi leur why? Et si je vous mets ces images-là, c'est parce qu'en fait, Windows, en 2010, a sorti un produit dont tout le monde se souviendra comme étant révolutionnaire et qui a vraiment marqué le monde. Et lorsqu'ils ont sorti ce produit, ils ont décidé d'organiser un enterrement pour l'iPhone et pour le BlackBerry. Donc ils se sont habillés, ils ont loué des corbillards, ils ont fait des téléphones géants, ils les ont mis dans l'espèce de cercueil et ils se sont baladés avec parce qu'ils comptaient sortir le Windows Phone, celui qui allait enterrer tous les autres produits. Comme vous le savez, ça ne s'est pas du tout passé comme ça parce que Windows ne va pas au même niveau de communication qu'Apple. Ils descendent pas assez bas dans l'inconscient de leur audience. En fait, le why de Windows, c'est nous aidons chaque personne et chaque organisation à réaliser son plein potentiel. Là où Apple va toucher à l'émotion, Windows répond à un besoin. Ce qui est ballot, c'est que Apple répond aussi aux besoins. En fait, Apple va attirer des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Windows, eux, ils vont juste répondre à un problème. Et en fait, Apple le fait aussi. C'est pour ça que Apple arrive à se démarquer. Je vais vous prendre un exemple qui est celui du slip français. Donc le slip français, c'est promouvoir un savoir-faire local et éthique tout en valorisant l'identité française. Le comment, c'est une production en France avec des matières de qualité et une communication empreinte de fierté nationale. Mais le quoi, c'est des vêtements et des sous-vêtements made in France. Si on s'arrêtait à ce niveau du quoi et du comment, on n'irait pas très loin. En fait, le slip français, pourquoi je prends cet exemple? Parce qu'il ne se contente pas de dire « nous, on a des valeurs françaises, on les défend ». Non, ils vont beaucoup plus loin. Lorsque l'usine de Duralex a été sur le point de faire faillite et de déposer le bilan, eh bien, ils ont fait une commande en soutien
aux salariés repreneurs de Duralex, parce que ce sont les salariés qui ont repris l'entreprise. Et donc en fait, ils ne se contentent pas de dire voilà, nous on soutient l'économie française, ils le font vraiment dans leurs actions. Ils montrent qu'ils sont attachés à ces valeurs-là. Chez Duralex, il y a des voitures de société. Des voitures de société, ce sont des voitures françaises. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Parce que vous faites marcher l'économie locale, il faut acheter français. Merci François, bravo à toi et ton équipe. Merci pour cette leçon de résilience. Et merci aux Français pour cette belle collab. Écoute, c'est le début d'une belle histoire. Blablacar. Le why de Blablacar, c'est créer des connexions humaines tout en réduisant l'impact écologique des trajets. En fait, Blablacar, dans leur branding et même dans le nom Blablacar, défendent des valeurs qui sont celles du partage. Alors, de l'écologie, oui, d'un voyage économique aussi, mais en fait, ce qui a permis à Blablacar de se propulser, c'est ce côté de partage, de découvrir les gens. Parce qu'en fait, il faut revenir au début. Ça s'appelait covoiturage.com et au début, ils avaient un problème fondamental. C'était celui de la confiance. Comment faire en sorte que les gens montent avec des inconnus. Et en fait, ils ont pris le problème à l'envers en renommant la plateforme Blablacar. Ils se sont dit, en fait, c'est pas le frein. Ça va vraiment être le levier. Blablacar, voyager avec des gens, discuter avec eux, et vous allez créer des histoires. Et en fait, il y a plein d'histoires qui se sont créées dans Blablacar, et ils ont repris ces histoires-là, ce qui leur a permis de faire une publicité assez forte. Quand je vous disais qu'on allait essayer de comprendre c'était quoi cette histoire de communiquer à des niveaux inconscients un petit peu plus forts, et bien en fait, il y a un modèle qui existe, qui est issu du développement personnel, qui est The Logical Level of Change en anglais, et les modèles de niveau logique de Robert Dilts, qui en fait permet de comprendre comment faire pour aller communiquer au niveau émotionnel. Souvent, en communication, les gens ils vont vous dire il faut aller chercher de l'émotion, il faut créer de l'émotion, mais personne ne vous explique la marche à suivre, claire et actionnable, comment créer des émotions. Et donc en fait, pour créer des émotions, il va falloir aller parler aux gens au niveau de leurs valeurs, de leurs croyances, de l'identité et de leur mission. On se contente souvent de parler au niveau de l'environnement, améliorer votre quotidien, des comportements, aller plus vite, gagner du temps, gagner de l'argent, des compétences, soyez plus performants. Mais c'est rare qu'on aille parler au niveau des valeurs et des croyances. Ce qui est extrêmement dommage, parce qu'à partir du moment où on commence à parler au niveau des valeurs et des croyances, il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'on sait que les gens sont prêts à mourir pour certains, pour leurs croyances et pour leurs valeurs. Et pourtant, en termes de communication, j'aimerais que vous posiez la question, aujourd'hui quand vous communiquez, est-ce qu'on ressent vos valeurs ? Est-ce qu'on ressent ce que vous avez à défendre ? Est-ce que vous mettez en avant votre identité ? Est-ce que votre mission est claire pour les gens qui vous écoutent ? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vraiment vous poser cette question fondamentale. Donc la première, bien sûr, c'est de savoir quel est mon why, qu'est-ce que je défends, et est-ce que les gens perçoivent ça dans ma communication. Si c'est pas le cas, il y a un gros travail à faire là-dessus. On va entrer un petit peu dans le détail de ces niveaux logiques de Dilts. La première chose, c'est l'environnement. Donc changer son environnement, Robert Dilts nous dit que c'est facile. Si vous n'aimez pas votre bureau, vous pouvez changer de bureau. Si vous n'aimez pas votre salle de sport, vous pouvez changer de salle de sport. Et si demain je vous dis votre salle de sport elle est vraiment nulle, vous allez commencer par me dire déjà Mohamed, merci pour ta participation à cette belle journée et tes réflexions qui nous ont beaucoup nourris, mais ça ne nous intéresse pas. Parce qu'en fait ça ne fait pas partie de vous. C'est pas connecté à votre identité et vous pouvez en changer facilement. Et en fait, plus on va monter dans les niveaux de Dilts, et plus le changement sera compliqué, et plus il sera durable. Si on prend l'exemple d'un comportement, il y a un stagiaire qui arrive au bureau tous les jours, il dit pas bonjour. On va lui dire, écoute Benjamin, ce serait bien que tu commences à dire bonjour. Le lendemain, il peut arriver et dire bonjour. Changer son comportement, c'est beaucoup plus rapide. Mais il se peut déjà qu'à ce niveau-là, ça le pique un petit peu. Qu'ils se disent, ouais, peut-être je passe pour un malpoli, etc. Et là, ça remonte à l'identité. Vous voyez ? Mais ça peut changer facilement. Par contre, si on arrive au niveau des compétences, là, si vous avez un ami qui est guitariste, qui passe des heures à apprendre à jouer de la guitare, et
que vous le félicitez sur ses compétences de guitariste, il peut que ça le touche, qu'il en soit vraiment fier, parce qu'il a mis du temps. Si vous lui dites, pas à contrario, que c'est un mauvais guitariste, là, il se peut que ça lui fasse mal. En tout cas, beaucoup plus que si on parlait juste de l'environnement, des comportements, les compétences, déjà, ça nous touche un petit peu plus. Mais si on arrive au niveau des croyances et des valeurs, là, il commence à se passer des choses très très sérieuses, en fait. Si on parle à quelqu'un de ses croyances, de ses valeurs et qu'on va le piquer sur ces trucs-là, ça peut le toucher énormément. Et à contrario, si on montre à quelqu'un qu'on partage ses valeurs, ça va l'inspirer, il va se sentir touché et donc il sera beaucoup plus susceptible de venir travailler avec vous, de venir passer du moment avec vous, peu importe, parce que il sent que vous êtes sur la même longueur d'onde et que pour lui c'est cohérent. Ensuite, on va parler de l'identité. Donc l'identité, c'est très important. Si vous allez attaquer l'identité de quelqu'un, ça peut être très très compliqué. Je vais prendre un exemple très très simple qui est celui des clubs de foot. Les supporters de clubs de foot s'identifient très très fort à leur club. Et il y en a même qui se castagnent pour ça, qui vont jusqu'à se battre, parce qu'en fait c'est vraiment leur club. Ils s'identifient à ce club-là, ça fait partie de leur identité. Donc c'est compliqué de venir à l'encontre de ça. Et c'est un levier qui est très 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 fort, très très puissant. On verra en détail pourquoi. Et enfin, la mission. Qu'est-ce que vous défendez sur cette terre? Pourquoi vous êtes là? Tout le monde n'est pas forcément conscient de sa mission, d'avoir une mission. Peut-être que vous dites que vous n'avez pas de mission, peu importe. Mais si vous avez quelqu'un qui a une mission, vous pouvez être sûr que rien ne le détournera de cette mission. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour lui. Et au contraire, toutes les choses que vous allez pouvoir faire qui vont l'aider à accomplir cette mission-là, il vous sera énormément reconnaissant. Mais encore faut-il communiquer à ce niveau-là pour qu'il comprenne très simplement que vous allez l'aider à aller atteindre cette mission-là. Et si jamais ça résonne, si jamais la personne connecte avec ce que vous lui proposez, et ben en fait ça va le toucher à un niveau qui est au-delà de l'émotionnel, au-delà du conscient, parce que vous touchez au niveau le plus important de la pyramide de Diels. L'exemple le plus fort, le plus marquant pour moi, c'est celui du perroquet de Sainte-Lucie. Donc le perroquet de Sainte-Lucie, c'est un perroquet qui n'existe que sur l'île de Sainte-Lucie dans les Caraïbes. Et dans les années 70, il a failli disparaître. Et il a été sauvé grâce au storytelling. En fait, on a fait appel à une agence environnementale pour essayer de sauver cet oiseau. Il ne restait que 150 individus de l'espèce, les locaux le braconnaient, les gens ne faisaient pas attention à lui, et donc on s'est posé la question comment faire pour que les gens fassent attention à cet animal en fait, en prennent soin. On est allé voir les gens, on leur a dit ça va être une catastrophe écologique, vraiment. Si l'oiseau il disparaît, niveau chaîne alimentaire, les plantes, etc. Mais les gens, ils disaient ouais mais en fait ça ne me concerne pas, je sais pas pourquoi vous me parlez de cet oiseau-là, ça ne me touche pas. Et donc ils ont pris l'approche inverse, ils sont allés voir des groupes de musique locaux et ils leur ont dit faites des musiques sur cet oiseau. Ils ont mis l'aigle des États-Unis en photo à côté du perroquet, ils ont dit aux gens notre perroquet, il est pas plus beau que l'aigle là franchement. Et en fait les gens se sont appropriés cet oiseau petit à petit et c'est devenu identitaire, c'est devenu un des symboles de l'île, ça a permis de sauver l'espèce et aujourd'hui à Sainte-Lucie on est fiers de cet oiseau, ça fait vraiment partie du patrimoine, donc on a dû aller jouer au niveau identitaire pour sauver cet oiseau. Enfin, selon un article de la Harvard Business Review, lorsque vous mettez des données chiffrées dans un discours et que vous l'insérez dans une petite histoire, vous avez 22 fois plus de chances que les gens retiennent cette histoire. Et retiennent cette donnée chiffrée surtout. En fait, les chiffres mis dans des histoires sont 22 fois plus mémorables qu'un chiffre présenté seul. Le storytelling a ce pouvoir-là. Au-delà du fait qu'on va les toucher à une corde qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus sensible, grâce aux différents niveaux logiques de Diels, on va pouvoir avoir de la mémorisation. Et on sait aujourd'hui que c'est important de rester dans la tête de nos prospects, dans la tête des personnes à qui on veut vendre, dans la tête des personnes de qui on veut se faire connaître. C'est fondamental, cette notion de mémorabilité. Et en réalité, lorsqu'on raconte des histoires, on a
une capacité à retenir des histoires qui est beaucoup plus forte que de simples faits. Donc, ce que je peux vous inviter à faire aujourd'hui, c'est tout simplement de clarifier et de formuler votre why grâce à un petit outil que j'ai créé et que je vais vous montrer. Je vais vous montrer son fonctionnement. Cet outil, auquel vous allez pouvoir accéder gratuitement, c'est un agent conversationnel sur ChatGPT, un GPT, qui va vous permettre de vous questionner sur les raisons qui vous poussent à faire ce que vous faites et à communiquer aujourd'hui. Comment ça fonctionne? Il vous suffit donc de cliquer sur le lien. Si vous n'avez pas de compte ChatGPT, il faudra en créer un. C'est gratuit, ne vous inquiétez pas. Si vous avez un compte, eh bien, vous allez pouvoir y accéder directement depuis votre compte. Sur la version gratuite, vous serez limité en termes de caractères, donc peut-être qu'à un moment donné, ça risque de bloquer. Si vous avez une version payante, vous allez pouvoir aller jusqu'au bout. Donc regardons comment ça fonctionne. On arrive sur cette page, on clique sur Allons-y. Et donc l'outil va nous guider de A à Z. Génial, merci pour ta confiance. Alors, je te propose de commencer simplement. Est-ce que tu sais aujourd'hui pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu as choisi cette voie, ce métier ou ce projet? Dans mon cas, je suis au clair sur mon why, je sais pourquoi je fais les choses, donc vous verrez, ça sera relativement simple. Mais même si vous ne savez pas, il va vraiment vous guider. Je veux aider les gens à mieux communiquer grâce au storytelling. Je reste un petit peu flou, exprès, je lui donne pas tout de suite pour que vous puissiez voir comment fonctionne l'outil. Merci pour ta réponse, c'est déjà très clair et inspirant. Je reformule pour être sûr d'avoir bien compris. Tu veux aider les gens à mieux communiquer et tu utilises le storytelling comme levier pour ça. C'est bien ça? J'aimerais creuser un peu plus. Qu'est-ce qui te touche ou te motive profondément dans le fait d'aider les gens à mieux communiquer? Est-ce que c'est pour qu'ils soient mieux compris, plus impactants, pour qu'ils aient plus confiance en eux, ou peut-être parce que toi-même tu as vécu une difficulté à t'exprimer ou à te faire entendre? Pose des questions plutôt pertinentes parce qu'on commence à se rapprocher de mon why. Effectivement, je veux que les gens se rendent compte de leur valeur en faisant un travail sur leur parcours et que jamais ils ne doutent de leur valeur parce qu'ils n'ont pas les bons outils ou les bonnes méthodes pour communiquer. Ça a été mon cas pendant longtemps et j'en ai beaucoup souffert. Merci pour cette réponse très sincère, c'est précieux ce que tu partages. Si je résume ce que je comprends, tu veux que les gens prennent conscience de leur valeur en revisitant leur parcours pour qu'ils arrêtent de douter d'eux-mêmes. Et tu le fais à travers la communication et le storytelling parce que toi-même tu as longtemps manqué d'outils pour t'exprimer ce qui t'a fait souffrir, c'est ça? Ce que tu apportes va bien au-delà de la communication, c'est de la reconnaissance de soi, de la guérison identitaire presque. Tu aides les gens à se réapproprier leur histoire pour retrouver confiance. Alors j'ai envie de te demander, quand tu accompagnes quelqu'un et que tu vois cette prise de confiance, ce moment où la personne réalise sa propre valeur, qu'est-ce que ça te fait à toi, intérieurement? Est-ce que tu pourrais me raconter un souvenir marquant où tu as ressenti ça? Donc, vous avez compris, c'est des petites phases de coaching, donc de questions qui vont vous aider à révéler votre why. Moi, je vais m'arrêter là pour la démonstration, mais je vous invite à creuser au maximum à l'aide de cet outil. Si vous avez apprécié cette vidéo qui est vraiment une introduction au storytelling et que vous avez envie peut-être d'en savoir un petit peu plus, d'aller plus loin, je vous invite à aller sur mon site saisirlinstant.fr où vous allez pouvoir continuer à découvrir et à apprendre parce que je vous ai mis une mini formation offerte sur le storytelling et vous pouvez accéder à cette formation depuis mon site internet. Et ça vous permettra d'aller un petit peu plus loin parce qu'aujourd'hui, on a vraiment juste vu les fondements, la base du storytelling. En fait, on s'est plutôt posé la question de pourquoi faire du storytelling et en quoi cette approche diffère des autres, pourquoi elle est puissante. Mais on n'a pas encore vu quelles sont les techniques, les méthodes et surtout, quelles sont les bases de la persuasion. Et donc, la vidéo suivante, celle à laquelle vous allez pouvoir accéder depuis mon site et qui vous permettra de découvrir les choses, c'est la méthode que j'ai appelée celle du triangle d'influence. Elle a été théorisée il y a très très longtemps et pourtant non seulement elle est encore d'actualité, mais elle l'est plus que jamais. Donc je vous laisse aller regarder ça et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.